Bonjour à tous, nous revoilà donc pour le focus. Ce soir, je disais donc que le thème, c'est les visages de la pauvreté. Donc en réaction, pour décrypter un peu les chiffres de l'INSEE, comment est-ce qu'on va analyser, comment est-ce qu'on décrypte, comment est-ce qu'on comprend justement la définition de la pauvreté en France, dans l'Hexagone, et comment est-ce que ça s'applique ou pas en fait à nos territoires. Donc on va en discuter ce soir avec nos deux invités. On a sur le plateau Joao Gabriel, qui est doctorant en histoire. Bonsoir. Bonsoir. Et on a également Prisca Mélion-Renette, éducatrice spécialisée, et donc qui a fait du terrain en Guadeloupe, qui pourra nous parler justement de ce visage de la pauvreté pour notre territoire. Donc on va commencer d'abord par notre revue de presse, quelques coupures de presse, et on va en discuter avec nos invités. Donc notre première coupure, un premier cas confirmé de variole du singe en Martinique. Donc il est important, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'on n'a pas envie encore d'entendre parler d'épidémie, évidemment. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'il faut continuer à se laver les mains, continuer à utiliser du gel, faire attention justement à l'hygiène. Je pense que c'est ce que nous aura appris l'épidémie de Covid-19, c'est peut-être qu'on avait perdu nos bonnes habitudes justement de se laver les mains avant de manger, etc. Voilà, régulièrement, de faire attention. Donc quand même, prenez vos précautions par rapport à cette nouvelle maladie qui risque a priori d'arriver aussi sur notre territoire. Deuxième actualité, le chlordécone au quotidien sur France Inter, pas d'image, mais vous pouvez écouter justement ce petit podcast où on parle encore du chlordécone. C'était hier, dimanche, le chlordécone au quotidien avec des reporters sur place en Guadeloupe qui sont venus donc mettre encore en lumière cette question. Est-ce que nos invités ont envie de réagir sur le chlordécone? Je pense qu'on en parle beaucoup, mais c'est bien qu'on continue à en parler, en tout cas dans l'Hexagone, parce que forcément, quand on n'en parle que chez nous, on croira que ça n'intéresse que nous. Donc, troisième actualité, Estelle Okagos, une professionnelle reconnue dans le milieu de l'hôtellerie de luxe au Qatar. À 28 ans, Estelle Okagos vit au Qatar depuis 5 ans. Et donc, elle fait son trou dans l'hôtellerie de luxe à Doha. Et je pense qu'elle ne démérite pas et qu'il est important de le souligner, n'est-ce pas? De souligner qu'il y a des jeunes Guadeloupéens qui font carrière à l'étranger. Et c'est peut-être ce qu'on appellera demain notre diaspora, au sens, j'allais dire, le plus exact du terme. Parce que quand on est dans l'Hexagone, nous sommes en diaspora, si on veut. Oui et non. Enfin, actualité suivante. Là encore, une autre coupure de presse dans Hôtelier, qui est donc un magazine spécialisé justement sur l'hôtellerie. Donc on voit que voilà, cette information a quand même fait le tour des médias. Déportés haïtiens, donc prochaine déportés haïtiens guadeloupéens en Corse. Donc c'était annoncé par nos collègues de Guadeloupe la première. On a retrouvé ici la publication originale qui date de 93 quand même. On ne savait pas justement qu'il y avait des Antillais qui avaient été déportés en Corse. Donc vous pouvez trouver cette coupure de presse sur Google simplement. Vous tapez déportés guadeloupéens et haïtiens en Corse. Vous allez trouver cette coupure de presse. Donc ici on a un extrait. Donc vous allez trouver le PDF, vous pourrez le lire tranquillement. Voilà, enfin, dernière actualité et pas des moindres. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet et voilà, c'est la journée internationale de Nelson Mandela. Donc cette journée a été votée par l'UNESCO en 2009. D'accord, consacrant le 18 juillet qui est l'anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, qui est né le 18 juillet 1918. Et donc il va, à partir je crois que c'était en 2009, c'est bien ça. Depuis 2009, on célèbre justement l'héritage que nous a laissé Nelson Mandela, un héritage de la culture de la paix, dont nous devons tous être héritiers et héritières. Voilà, en espérant que nous travaillerons tous à plus de... Quand on voit un peu ce qui se passe un peu partout en Europe avec la montée des fascismes, voilà, il n'est pas vain finalement de se rappeler qu'il y a des personnes qui, au-delà justement de la ségrégation, ont fait le choix de tendre la main à l'autre. Voilà, on a fait le tour de notre revue de presse. Donc, j'espère que vous allez transmettre, parler un petit peu de Mandela aux enfants autour de vous aujourd'hui. Voilà, je sais que certaines personnes contesteraient l'homme, parce qu'on ne parle pas assez de sa femme, qui a aussi beaucoup lutté, mais ça n'enlève pas, ça ne lui enlève rien justement à ce qu'il a accompli.
Donc ce soir, on parle des visages de la pauvreté. Et donc on va voir tout de suite une vidéo et on va justement en parler avec nos invités. Quels sont les visages de la pauvreté? On regarde. This is Joshua. He's hungry. Today, he's not eaten any food. Literally nothing. He's not just hungry, he's starving. In all reality, Joshua will die of hunger-related disease, maybe not today, but not that too long in the future. He'll join the other 11,000 children who die daily of hunger-related diseases. Now, Joshua is not in some barren desert like the Sahara where there is no food. Literally, a 5-minute walk up this hill, there's a small supermarket where you can buy as much food as you really want or would need. Voilà, donc quelques images qui vont nous donner matière à réflexion. Donc au début, on voyait donc un extrait d'une campagne en fait pour tous ces organismes humanitaires justement qui veulent collecter des fonds pour aider les enfants en déshérence, etc. Alors j'ai mis ou food ou poverty porn parce qu'on connaît, on voit toutes des photos de stars avec des enfants faméliques, etc. Des images qui sont quand même outrancières, qui nous choquent, parce qu'on voit justement dans ces images toute la cartographie de la domination des pays du Nord vers le Sud, sachant que cette pauvreté, elle est souvent le résultat justement de l'occupation justement de ces pays. Donc, et on voit quelque part que la pauvreté, elle est aussi dans les pays développés. Quand on vit à Paris, on voit la pauvreté, la misère tous les jours. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous voulez réagir justement à ces images? Bien sûr. Alors, ma première réaction a été que le peu de poils que j'ai sur les bras se hérissent, parce qu'on a la sensation, en tout cas dans ces images, qu'il n'y a que des personnes de couleur qui sont dans la pauvreté, à croire qu'on est les malchanceux que porte ce monde. Or, on sait pertinemment que c'est loin d'être le cas. Donc je pense qu'on gagnerait à donner une définition et une image un peu plus proche de la réalité, de façon à ce que des personnes, justement, c'est nos enfants de couleur, n'aient pas la sensation d'être dans le mauvais groupe ou d'appartenir au mauvais peuple, et puissent grandir en étant fiers de ce qu'ils sont. Parce que je pense que ça impacte fortement, en tout cas éducativement, ça impacte fortement l'image qu'un enfant un enfant guadeloupéen, ou même de peuples noirs, métis, indo-asiatiques, pourrait avoir éventuellement je veux dire, c'est quand même une blessure narcissique. On a la même couleur de peau que tous ces enfants qui sont en permanence montrés dans les médias. Je pense que c'est dommageable. Monsieur Gabriel. Oui, alors je suis d'accord, parce que les images qu'on a vues là, et comme ça a été dit dans l'introduction, c'est qu'elles renvoient à des rapports de domination plus globaux. Donc, et ce que ces images produisent, c'est une définition de la pauvreté qui en fait un état qu'on ne questionne pas. Donc ce serait quelque chose qui serait du fait de ces populations, voilà. Alors qu'une définition moins misérabiliste de la pauvreté,
En fait, elle engage les deux côtés du rapport de... Déjà, c'est pas un État, c'est un rapport social. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pauvres parce que d'autres les dépossèdent et sont riches parce qu'ils les dépossèdent. Donc, ça se passe au niveau d'un pays. C'est le cas dans les pays du Nord, comme ça a été dit. Il y a de la pauvreté dans les pays du Nord, il y a des classes prolétaires, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi dans les pays du Nord et qui sont des gens qui sont exploités dans les pays du Nord. Mais il y a aussi, au-delà des pays du Nord, à l'intérieur de leur dynamique, il y a une domination Nord-Sud qui est historiquement ancrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, mais elle est historiquement ancrée, ce n'est pas un hasard, qui est quand même le processus de colonisation le plus massif, le plus industriel, ce soit quand même celui qui recouvre un peu les logiques de hiérarchie nord-sud. On a les pays européens et la colonie qui était la colonie États-Unis qui est devenue plus forte que le maître, mais avec une colonie qui était une colonie européenne où les Européens ont pris l'ascendant après l'esclavage, etc. Ben, en fait, on se retrouve dans un contexte où, oui, on a une hiérarchie nord-sud et, paradoxalement, ces images de la pauvreté, plutôt que d'interroger les mécanismes de domination, quelque part, ils sont là pour conforter chacun sa place. Et je suis d'accord avec l'intervention précédente pour dire que, oui, effectivement, qu'est-ce que ça produit chez l'enfant afrodescendant, l'enfant indodescendant, l'enfant asiatique, de se construire avec ces images-là. Donc, il y a vraiment quelque chose c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet pauvreté qu'il faut refuser, mais c'est qu'il faut le politiser comme un rapport de classe. C'est-à-dire que ce n'est pas un État, c'est quelque chose qui est le résultat de ce que d'autres font. Tout à fait. Voilà. Donc on va justement en parler. On va voir d'abord donc l'annonce de l'INSEE qui parlait justement de ces taux de pauvreté en Guadeloupe. Donc on voit ici niveau de vie, donc basé sur une étude de 2017. Donc ça a été publié récemment là, mais on sait que les recensements, bon voilà, ça fonctionne un peu comme ça avec des chiffres un peu décalés dans le temps. Donc déjà en 2017, la pauvreté touche un tiers de la population guadeloupéenne. On va voir ça plus en détail. Donc 34% de la population vit avec moins de 1010 euros par mois. On va voir justement que le taux, on va dire que le seuil est plus bas d'ailleurs dans l'Hexagone. On va en discuter, on saura pourquoi. La pauvreté touche particulièrement les chômeurs, les familles monoparentales et les ménages jeunes. Le niveau de vie des Guadeloupéens reste inférieur à celui de la France métropolitaine et les inégalités y sont plus fortes. On va savoir pourquoi dans quelques instants. Maintenant, on va voir un peu le lexique de la pauvreté. Voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui, un peu mis des mots comme ça qu'on voit, soit dans des études sociologiques, dans des reportages, ou même dans les informations. Bien souvent, donc les mots comme l'exclusion, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les informations au niveau national. On entend beaucoup aussi donc les quartiers, les banlieues, mais dans d'autres lieux, ça peut être le ghetto, ça peut être les bidonvilles, les favelas, les slums, comme on dit en anglais. Donc on parle aussi d'immigrants, immigrés. On sait que c'est beaucoup de personnes en situation de pauvreté, on va dire, qui arrivent dans l'Hexagone, par exemple, que ce soit des Roms, que ce soit des Africains, bien souvent donc sont immigrés. On parle ensuite, on aura la mendicité, ça c'est quelque chose de très présent, on le sait aussi, de plus en plus présent en Guadeloupe. On va en parler tout à l'heure avec Madame Mélion-Renette. Et donc, altérité, vagabond, mendicité, étranger, outcast, donc c'est un peu justement la marginalité. Et on a autour de pauvreté, donc j'ai mis aussi monoparentalité parce que on va voir que c'est lié beaucoup. Et puis on a ensuite la pauvreté relative et la pauvreté extrême. Donc on a vu dans la vidéo au début, ce qu'on parle de pauvreté extrême, c'est justement ce grand dénuement où les gens vivent à même presque à côté des ordures, enfin voilà, dans des situations, et ça on le voit dans la Caraïbe, par exemple, vous allez en Haïti, sans prendre un exemple, sans diaboliser, mais il y a, on va dire, ces contrastes, justement, on parlait de rapport de classe, des contrastes qui sont extrêmement, j'allais dire, aigus dans certains pays de la Caraïbe et qui existent aussi en Guadeloupe. Peut-être qu'on ne le sait pas suffisamment. Donc, avant d'arriver justement à des propos plus techniques, justement, sur tous ces calculs, une citation de Georges Simmel, donc, qui était un sociologue allemand, qui est mort en 1918, et qui disait « Personne n'est pauvre socialement avant d'avoir été assisté ». Donc ça a été beaucoup contesté, justement, en sociologie, etc., en sachant que même la pauvreté n'est pas un concept qui est bien défini dans la recherche, que ce soit en sociologie, que ce soit
en sociologie spécifiquement, on parle beaucoup de pauvreté, mais parce que c'est un concept, un terme en tout cas, qui est arrivé d'abord dans les médias et dans l'espace social et qui ensuite a été étudié par la sociologie. Donc, on tend on va dire, à naviguer, on va dire, entre notions, concepts, paradigmes social. La définition sociologique de la pauvreté et ses contours manquent de clarté quand même aujourd'hui. Pourtant, elle interpelle le sociologue, comme montre la multiplication des représentations. On peut citer par exemple le pauvre en tant qu'altérité, l'étranger, la figure du vagabond, comme j'ai dit tout à l'heure, la mendicité, la mythification médiévale de la figure du pauvre et le discours biblique, la pauvreté de masse dans le monde, naissant du prolétariat, l'indigence et ses représentations changeantes à la mesure de l'urbanisation, la culture du pauvre, les études comportementales et les liens sociaux entre la société post-industrielle, l'exclusion, la nouvelle pauvreté contemporaine et les travailleurs pauvres, avec toutes les questions d'immigration et de globalisation. Donc on voit quand même que c'est une question qui a traversé beaucoup les études, les théories. Et donc on va voir ici qu'est-ce que c'est concrètement, comment est-ce qu'on va calculer, comment est-ce qu'on comprend dans l'Hexagone quand on veut parler de pauvreté. Voilà, on va voir une petite vidéo de l'Observatoire des inégalités qui parle du rapport sur la pauvreté en France en 2020-2021. Le seuil de pauvreté est fixé à 900 € net par mois pour une personne seule, toutes ressources comprises. Cela signifie que toutes les personnes qui vivent avec moins de 900 € net par mois sont considérées comme pauvres. Il y a 5,3 millions de personnes qui vivent avec moins de ce niveau de vie. Cela représente environ 8% de la population, un peu moins donc d'un Français sur 10. Les dernières données définitives disponibles datent de 2018. Entre 2013 et 2018, soit sur 5 ans, le taux de pauvreté a augmenté de 0,4% pour atteindre donc 8,3%. Ce n'est pas une explosion, mais ça représente quand même 350 000 personnes pauvres de plus. C'est plutôt moins que dans les autres pays européens de population et de niveau de vie comparables. Mais c'est quand même 5 millions de personnes qui vivent avec très peu, des revenus très en écart de la norme de nos sociétés de consommation. Et puis, parmi ces 5 millions de pauvres, il y a des personnes qui vivent avec très peu. On compte 2 millions de personnes qui vivent avec moins de 700 € par mois. Et encore, une partie de la population française a des revenus bien plus faibles. Parmi les pauvres, on compte d'abord 1,5 million de mineurs qui sont des enfants de pauvres. Ils sont pauvres parce que leurs parents le sont. Ensuite, on compte aussi 1 million de jeunes adultes de 18 à 29 ans qui sont en grande difficulté. Et enfin, la pauvreté, elle touche d'abord les milieux populaires et peu diplômés. 80% des personnes pauvres sont allées au maximum jusqu'au bac. Il faut dire qu'il y a encore de grandes incertitudes pour mesurer l'impact en termes de nombre de pauvres. Il est difficile de donner un chiffre précis. On sait déjà quand même que plusieurs centaines de milliers de personnes vont basculer dans la pauvreté. D'abord du fait de l'arrêt des contrats d'intérim, des CDD et de l'activité d'une partie des non-salariés. Bref, beaucoup vont perdre une grande partie de leurs revenus, notamment du fait de la faible indemnisation du chômage. Il faut aussi penser aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail et pour lesquels de nombreuses portes sont fermées. Chaque année, en moyenne, environ 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Quoi qu'il en soit, on est frappé par le décalage entre l'ampleur de cette crise, la crise actuelle, et puis les mesures qui sont prises pour soutenir les plus démunis. À l'Observatoire des inégalités, nous proposons la mise en place d'un revenu minimum unique de 900 € par mois, toute allocation comprise, pour toute personne de plus de 18 ans. C'est possible, cela coûterait 7 milliards d'euros, soit l'équivalent d'un tiers de la baisse de la taxe d'habitation. Nous en avons les moyens. Mais bien évidemment, il faut aller au-delà et mettre en place des politiques structurelles d'éducation, de santé, de logement, de formation des jeunes, bref, des services publics de qualité.
Alors, on va réagir justement déjà à cette première vidéo. On constate que donc on fait, on dirait déjà le premier critère, c'est le revenu. C'est le revenu. Donc c'est sur cela en fait qu'on va baser justement le seuil de pauvreté. Et ce revenu va être comparé au coût de la vie. En gros, au pouvoir d'achat, est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut, voilà. Donc, en fonction de l'inflation, enfin, on ne va pas rentrer dans plein de termes économiques, mais en fonction de tous ces critères-là, votre pouvoir d'achat augmente ou il décroît. Donc, est-ce qu'on peut déjà réagir? Est-ce que vous voulez déjà réagir justement à ce qui a été dit dans cette vidéo? Alors, la sensation que j'ai, que ce soit sur le terrain, que ce soit en échangeant avec d'autres travailleurs sociaux, c'est cette impression qu'il y a une transversalité entre les différents concepts qu'il vient d'énoncer. Et cette transversalité, pour moi, elle prend l'aspect d'un collier, d'un carcan, en fait, qui enferme toujours les mêmes personnes dans ce cercle de pauvreté, puisqu'il dit bien qu'un jeune de 18 à 29 ans, pas étonnant, hein, puisque les premiers minima sociaux, c'est 25 ans. Avant ça, il n'y en a pas. Donc, soit on est étudiant, soit on travaille. Et si on travaille sous-diplômé, on ne gagne pas des masses. Sauf résilience absolue. En règle générale, les jeunes travailleurs sont généralement très, très sous-payés. On a la sensation qu'il y a ce collier qui se referme autour de ces mêmes personnes, de ces enfants, comme il le dit si bien, de pauvres. Donc, de personnes qui touchent elles-mêmes les minima sociaux et qui viennent en plus gonfler le nombre de personnes qui ne vivent justement que de ces minima et ne travaillent pas ou travaillent au noir. On a vu pendant les différents confinements et pendant cette crise sanitaire que nous avons connue, bon nombre de personnes tombées dans une extrême pauvreté en Guadeloupe parce qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui avaient l'habitude d'aller faire leurs démarches avec nous, travailleurs sociaux, avec des travailleurs sociaux de terrain, donc des collectivités ou des circonscriptions ou des cabinets libéraux, ou même dans les écoles, à avoir des référents qui font les démarches à leur place au niveau de la CAF, à ces mêmes personnes enfermées chez elles, très souvent avec ni ordinateur ni tablette pour pouvoir se connecter, et une numérisation totale de ces démarches. Donc beaucoup de ces personnes se sont retrouvées sans revenus, puisqu'on est quand même passé sur 2 ans. Chaque année, il faut renouveler la demande pour pouvoir refaire sa déclaration de revenus, que tout ceci soit réévalué et savoir combien de sous-sous on va leur donner, parce que moi j'appelle ça vraiment des sous-sous, puisque c'est une accumulation d'un certain nombre d'aides qui leur permettent de tenir le ménage à la fin du mois. Donc cette pauvreté dont il parle, pour moi, elle est faussée parce qu'elle ne tient pas compte du fait que beaucoup de ces personnes qui n'ont pas pu renouveler leur dossier ou leur revenu ou je crois que ça leur abonnement, c'est très caricatural, mais c'est exactement ça, se sont débattues comme elles pouvaient pour pouvoir renouveler ça. Ils se sont retrouvés avec des revenus encore plus bas. On a eu une multiplication de personnes qui sont venues demander des colis alimentaires, donc des personnes qui étaient quand même assez inattendues, notamment des étudiants, énormément. Et on parle de ces personnes comme si 900 € était le revenu général, alors que je suis désolée, c'est faux. Quand nous, on vient ouvrir les dossiers, c'est pas 900 €, c'est bien moins, avec une inflation effrayante. Quand on voit, ne serait-ce que pour la rentrée scolaire, là, c'est effrayant. Pour moi, ce monsieur a fait un joli travail, mais pour moi, il ne colle pas du tout à la réalité. Je pense qu'il parlait effectivement spécifiquement peut-être de l'Hexagone, parce qu'on sait que, on ne va pas refaire l'histoire, mais qu'en général, les statistiques de l'Hexagone n'incluent pas les Outre-mer. C'est pour ça qu'il y a des études spécifiquement pour les Outre-mer. Donc, Monsieur Gabriel, vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Oui, alors c'est vrai que sur la question, au-delà de la question du terrain qui a été évoquée, si on prend la question des chiffres, il y a un décalage quelque part entre la perception des Antilles en général, on va dire, et en particulier de la Guadeloupe, et la réalité sociale. C'est-à-dire que dans la construction quelque part historique des Antilles Guyane, il y a l'idée, en particulier pour les Antilles,
que quelque part, ce sont des pourvoyeuses d'exotisme, on sait qu'il y a le malaise social, on sait qu'il y a les contestations, mais en même temps, c'est quand même des endroits où, voilà, il y a des problèmes à régler, mais quelque part, il y a l'idée, ça renvoie un peu à ce qu'on disait au début, l'idée de la pauvreté relative, c'est que quelque part, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup donc c'est une appréciation subjective, mais que beaucoup de nos compatriotes en Guadeloupe considèrent que même si on a des problèmes, c'est quand même mieux qu'à côté nos voisins de la Caraïbe. C'est peut-être moins que des départements français, mais c'est mieux qu'à côté des voisins de la Caraïbe. Et le problème, c'est que cette vision-là, elle empêche de se confronter à des réalités au-delà du vernis, un peu de la vitrine de la France de la Caraïbe. Et c'est ce qui vient d'être dit. Et il y a une étude qui est sortie qui est sortie il y a quelques jours, je crois que c'est le 11 juillet, qui montrait comment ce qu'on appelle les quatre territoires, entre guillemets, historiques, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, comment ce sont des territoires dans lesquels ce qui est appelé la grande pauvreté, donc là je reprends les chiffres qui sont ceux de l'INSEE, donc c'est-à-dire sans peut-être une appréhension plus locale de la chose, mais en tout cas les chiffres qui sont de l'INSEE, en gros les populations en question de ces 4 départements représentent 3% de la population, les populations concernées par la pauvreté. 18% d'entre elles sont dans les 4 DOM, alors qu'en fait, en général, ça représente que 3% de la population française. Donc, c'est qu'il y a une surreprésentation de la grande pauvreté en Martinique, Guadeloupe, Guyane, et en particulier, si on reste sur la Guadeloupe, avec un gros chômage endémique qui atteint dans les derniers chiffres que j'avais vus, c'était par exemple 17%, alors qu'en France, quand par exemple il y a 12% pour le sud de la France, on trouve que c'est déjà énorme. En Guadeloupe, en Guyane, on est autour de 17-16%, etc. C'est énorme. On voit déjà même là le chiffre 8,3% quand même de la population France hexagonale. C'est ça, c'est ça. Et 34% pour nous. C'est ça, en fait, c'est des décalages on voit comment il y a une situation sociale qui est plus dure et ça oblige, et c'est pour ça que je reviens un peu au truc du début, c'est-à-dire cette question de dire que c'est un rapport social, c'est pas juste un État, c'est parce que dans ce qui a été présenté dans la vidéo qu'on a vue, en fait, on ne parle que des personnes qui subissent la chose, mais sans se demander, mais quelles sont les politiques mises en place qui fabriquent ça, avant même de se demander lesquelles qui résolvent ça, quelles sont celles qui fabriquent ça, et aussi, en dehors de la puissance publique, quel est le modèle économique qui fabrique que, par exemple, on a entendu tout à l'heure, une crise sanitaire dans laquelle des gens s'appauvrissent, il y a d'autres qui se sont enrichis. Donc, pour moi, cette question est vraiment importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la pauvreté qu'en parlant de ceux qui pâtissent. Il faut parler du fait que la pauvreté rapporte à d'autres gens. Il n'y a pas une évidence de la pauvreté, c'est normal que des gens soient... Non, des gens sont pauvres parce que d'autres accumulent. Et voilà, parce qu'il y a un modèle économique dans lesquels, si vous détenez les moyens de production, vous pouvez faire des gens travailler pour vous, faire des profits, mettre de l'argent dans des trucs de spéculation, hors de l'économie réelle, ce genre de choses. Et c'est vrai que, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, oui, c'est une approche de la pauvreté qui prend en compte la souffrance des gens. Mais le problème, c'est que quand on doit attaquer le mal à la racine, on est obligé de se dire, mais quel est le modèle qui produit ça ? Ce n'est pas une donnée naturelle. Est-ce que c'est vraiment une question, d'ailleurs, qu'il se pose ? C'est ça. Moi, je pense que ce n'est pas nécessairement posé, parce que si on pense à la question... alors, ça peut valoir même pour le cas de la France en tant que telle, France hexagonale, dans sa dynamique interne, mais même si on se met à parler de France et colonisation outre-mer, on est obligé de penser un rapport sur qu'est-ce que les outre-mer par rapport à la France. Est-ce que voilà, c'est un marché de consommateurs qui profite aux industries françaises? Voilà, donc pourquoi ce chômage endémique? Et ça oblige à poser des questions qui, comment dirais-je, un peu comme la vidéo qu'on a vue tout au début, où vous avez posé la question est-ce que c'est du poverty porn, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une seule façon d'aborder la pauvreté dans le langage dominant, c'est celle de la charité. Oui. Et donc, quelque part, ceux qui accumulent se retrouvent dans la position de ceux qui rendent. Mais ils rendent ce qu'ils ont pris. Donc, et ça, quelque part, c'est la dimension polémique de la discussion sur la pauvreté. C'est de dire, qu'est-ce que... Et même, on dirait que, si on va peut-être y revenir tout à l'heure, que parfois, ils continuent à prendre. C'est ça. Justement, avec l'humanitaire. On prend une page de pub et on revient tout à l'heure. C'est ça. Nous sommes de retour. Donc, nous y sommes joints avec M. Gabriel, justement, sur ce qu'on venait de voir, justement, tout le contexte, qu'est-ce qui se passe derrière, justement, les chiffres, parce que les chiffres sont biaisés, par définition, les statistiques
comment on fait une étude statistique avec, on va dire, un échantillon de population, etc. Bon, ça n'est qu'une image d'un moment précis et avec des critères qu'on aura choisis pour mesurer justement cette pauvreté. Donc, voyons les chiffres justement de l'INSEE. On va voir rapidement, on va pas voir tous les chiffres, on va voir deux graphiques. Le premier, donc figure 4, le revenu disponible des ménages. Les deux parlent en fait de ce revenu disponible. Donc, les plus est composé à 60% de prestations sociales. Donc, on voit ici en bleu les allocations familiales, en jaune le RSA, ensuite en gris les aides au logement et en rose la prestation précarité. Donc, ça, c'est en fonction des quintiles. Donc, on voit déjà que le plus gros des aides sociales, c'est le revenu, en fait, le RSA. Donc, ça, c'est, on va dire, les chiffres pour la Guadeloupe. Donc, en décomposant les prestations sociales par ménage. Et on va voir un deuxième graphique où on va voir ici une comparaison avec la France métropolitaine. Donc, avec l'Hexagone. Eux-mêmes, ils disent métropolitaine. Hein. Donc, ce sont les chiffres de l'INSEE. Hein, ils devraient dire hexagonal. Donc, ici, on a ici les mêmes prestations qui sont déclinées. Donc, on voit ici effectivement que le RSA est en vert. Et donc, il est beaucoup plus important en Guadeloupe, déjà. Déjà, les chiffres sont beaucoup plus importants puisqu'on atteint presque 60%, là où on a environ 30% de prestations sociales dans l'Hexagone. Le deuxième plus important, c'est les aides au logement. On voit que dans l'Hexagone, c'est plus important et on sait pourquoi, hein, parce que les logements sont extrêmement chers, beaucoup plus chers. Et on a ensuite les prestations précarité et l'allocation familiale en rose. Donc voilà, donc ça dit déjà, et encore une fois, on va donc réagir dessus avec nos invités. On aura envie de dire qu'on a envie encore d'accabler les Guadeloupéens ou les ultramarins, même si on n'aime pas ce terme, en disant que les gens sont l'assistanat, voilà, ce discours qui revient. Mais qu'est-ce que ça dit? En fait, ces chiffres-là disent quoi? Qu'en fait, les prestations sociales sont un signe de pauvreté et sont un signe de précarité. C'est comme ça qu'on doit interpréter les chiffres, c'est de dire que toucher beaucoup de prestations sociales, c'est un signe de pauvreté. Donc alors, est-ce qu'on peut réagir justement, donc déjà améliorer net sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit justement? Est-ce que ces chiffres sont en concordance avec ce qui se passe sur le terrain? Absolument. Je partirais d'un premier constat que j'ai fait au tout début de ma carrière. C'est que une des premières choses que l'on apprend et que l'on fait, aussi bien pour les étudiants que pour les familles, c'est l'ouverture des droits. À aucun moment, on ne priorise la formation, puisque forcément, elle n'est pas forcément rémunératrice. À aucun moment, on ne valorise la valeur travail. On va d'abord s'assurer que, et c'est tout à fait humain, que les enfants dans le ménage puissent manger. Ça veut dire que tout tourne autour du ventre, tout tourne autour du fait de s'alimenter, mais à aucun moment on ne parle du deuxième cerveau, hein, puisqu'on dit souvent que les intestins, c'est le premier cerveau, le deuxième cerveau, le cerveau. On ne parle pas de la nourriture intellectuelle et de dire qu'il est préférable de donner une canne à pêche ou d'apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson, parce qu'à un moment donné, il caboute. Et malheureusement, même dans notre démarche de travailleur social, nous ne priorisons pas la formation pour permettre à ces personnes de construire quelque part un lendemain solide, plutôt que de leur dire vous allez toucher tant tous les mois, vous allez pouvoir finalement être un bon consommateur. En tout cas, moi, c'est le message, je trouve, que l'on envoie. Beaucoup d'éducateurs luttent contre ça. Beaucoup d'éducateurs tentent de faire de l'insertion socio-professionnelle, socio-économique et socio-professionnelle dans un contexte qui est extrêmement difficile, dans un contexte en plus qui ne dit pas quels sont les vrais débouchés. Ils sont souvent passés dans certains réseaux et donnés toujours aux mêmes personnes. D'ailleurs, on voit bien que certains diplômés arrivent ici quasiment en ayant trouvé du travail, quand d'autres sont ici pendant 1 an, 2 ans, cherchent et ne trouvent pas Pôle emploi ou pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vais tout à fait dans le sens de Zimian et je me ferai fustiger par la profession, mais c'est pas grave. On part du principe que une personne qui prend l'habitude d'être assistée ne développera pas pour moi la créativité nécessaire pour pouvoir se recréer, pour pouvoir
construire quelque chose de structuré. Nous passons tous par des moments compliqués. Toutes les familles en connaissent, plus ou moins. Maintenant, certaines auront un habitus, donc un capital intellectuel plus construit qui leur permettra de rebondir. D'autres vont avoir la sensation d'être acculés et ne parviendront pas sur le moment à se dire que c'est peut-être une mauvaise passe et qu'il faut peut-être poser les bonnes bases pour pouvoir avancer. Malheureusement, les consignes sont celles-ci. On doit faire de l'ouverture de droit pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mise en danger des plus petits, ce qui est normal, qu'il n'y ait pas de mise en danger des scolaires. Mais malheureusement, je trouve que c'est ancré dans nos comportements professionnels et c'est aussi ancré dans l'éducation que l'on donne à nos enfants. On a malheureusement régulièrement ce discours, j'entends certaines familles, certaines mamans qui répètent à leurs enfants que de toutes les façons, l'État est bon. Même si ça choque plus d'un concitoyen ce soir, c'est une réalité. Je ne trouve pas que l'on élève nos enfants pour en faire des entrepreneurs. On les élève pour être de bons citoyens, consommateurs. D'ailleurs, je considère que l'offre qui est faite en général dans les médias est davantage celle dédiée à un consommateur plutôt qu'un jeune entrepreneur de 18 ans qui aurait peut-être une bonne idée. Je ne trouve pas qu'on lui donne accès à suffisamment d'informations pour pouvoir structurer une jeune entreprise, même étudiant, puisque ça existe, il y a des pépinières, ça n'est pas transmis et on construit le petit assisté de demain. D'accord. Monsieur Gabriel. Oui, alors c'est vrai que il y a une histoire dans les relations qui nous lient à la France qui remonte à ce qu'a appelé la loi d'assimilation, pas dans la façon dont elle a été votée tout de suite, mais et ça là-dessus on peut voir les travaux d'un jeune historien justement du pays, Maël Lavenaire-Pinault, qui a vraiment montré comment il utilise un terme que je trouve intéressant, c'est-à-dire la culture départementale, et c'est pas arrivé en 46, lui il montre justement qu'il y a un hiatus entre la loi d'assimilation, comment elle est votée, et au moment où, après les batailles des années 50, il y a une culture départementale, comme il dit, qui s'instaure dans les années 60, où quelque part la puissance publique, l'État est vu comme ce qui va permettre de revaloriser les salaires, voilà, les prestations sociales. Il y a eu des combats dans les années 50 autour avant même dans les années 40, dès les années 40, après le vote de la loi d'assimilation, sur avoir la sécurité sociale, avoir les mêmes droits sociaux. Donc nous, on est pris dans une espèce de paradoxe où quelque part, ces demandes qui sont faites à l'État, elles ont été pensées comme des demandes quelque part de décolonisation et de libération. Et en fait, on se retrouve quelque part où, et je m'appuie toujours sur sa façon de réfléchir là-dessus, et pour tous ceux qui sont intéressés, ce serait vraiment bien de voir ces travaux, c'est que on est quelque part dans le résultat, comme il dit, d'une histoire paradoxale où le changement qui a été voulu, quelque part, aujourd'hui, on le regarde comme un changement qui est subi, parce que alors qu'il a effectivement apporté une amélioration sociale, mais on va revenir on sera obligé de revenir parce qu'il y a un hiatus entre ça s'est amélioré pour notamment les fonctionnaires en différentes couches, donc 51, je crois, c'est les premiers. Comment on appelle ça, la vie chère, c'est la première reconnaissance de la vie chère. Je crois que c'était 25%, 51%. Après, ça s'augmente, c'est 30%. Et puis, on arrive à 57%, c'est 40% qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a une population qui a son niveau de vie qui augmente. Et ça devient le fer de lance de la consommation dont on parle. Et quelque part, il y a une population qui reste derrière. Donc, on est dans cette espèce de changement depuis des décennies que tout cela est amorcé, en particulier dans les années 60, où, quelque part, ce qui vient d'être décrit par cette idée d'assistanat qui quelque part nous est reprochée, mais avec des discours qui font comme si c'était quelque chose qui était lié à ce que ces populations seraient. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un héritage de préjugés coloniaux, parce que plutôt que de réfléchir au système qui fabrique cette espèce de façon de considérer qu'on attend de l'État, il y a un regard de l'extérieur qui dit aux Antilles, on vous donne des prestations, etc. Au lieu de comprendre, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est venu juste des populations, c'est venu d'une façon dont l'idée du progrès social a été, l'idée de développement, je veux dire, c'est pas un cadeau des États, de l'État français ou des États occidentaux, c'est une vision du monde qui a été promue et pour devenir des consommateurs. Et quelque part, nous, on se retrouve là dans une société où, quand on parle de pauvreté, on est obligé de se rendre compte que on hérite de quelque chose
qui en fait, quelque part, a créé une espèce de, je reviens au terme vitrine, où on a une partie de la population guadeloupéenne qui vit très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle est riche, hein, mais qui vit bien. Et qui, et qui, quelque part, masque tout le reste qu'il y a derrière. Et le truc que je vais finir de dire là-dessus, c'est que l'étude que vous avez citée de 2017, moi, ce qui m'avait marqué dedans, c'est qu'elle montrait pas seulement le niveau de pauvreté en Guadeloupe, qui était peut-être plus grand que ce qu'on imaginait, mais elle montrait, et ça m'avait marqué, que les écarts de pauvreté étaient plus grands en Guadeloupe qu'ils ne le sont en France. Et ça dit quelque chose de la conflictualité chez nous. Parce que, encore une fois, la pauvreté, c'est en relation à quelque chose. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des pauvres en France, il y a des très pauvres en France, mais l'écart entre le riche et le pauvre en France est moins fort qu'en Guadeloupe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, et ça, je trouve que les travaux de sociologie l'ont pensé, pour le dire vraiment brutalement, le pauvre à la campagne ou le pauvre à Harlem avec Manhattan, les quartiers riches de Manhattan en bas, c'est pas exactement la même chose. Il y a un niveau de conflictualité qui est créé quand tu es pauvre à côté de la richesse. Donc nous, on a des écarts de richesse plus grands. Ça veut dire qu'on a un niveau de conflictualité qui, en fait, peut pas être appréhendé de la façon dont le reportage qu'on a vu où le monsieur parlait de la pauvreté, si on ne nomme pas que, en fait, il y a quelque chose chez nous où le riche, la richesse qui est héritée d'une histoire qu'on connaît, mais pas directement, il y a des reconfigurations, tout ça, elle côtoie quelque chose qui est peut-être parfois plus bas qu'en France. Et ça dit un peu quel genre de société on est, le niveau de conflit qu'on a aussi. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que ça nous amène justement à notre dernière partie, on va dire, d'émission. Les 3 âges justement de la pauvreté, donc selon un article d'un sociologue qui s'appelle Nicolas Roinsard, donc qui a été publié en 2016. Vous pourrez trouver justement cet article également sur Internet via Google, sur cairn.info. Donc il décrit, on pourra faire justement le lien avec les travaux de l'Avenir, Pinault. Donc 3 stades, 3 âges justement de cette pauvreté. Donc la pauvreté intégrée, qu'il appelle intégrée, c'est-à-dire intériorisée, en fait je dirais mieux. Intériorisée, c'est-à-dire qu'on a intériorisé des rapports de domination depuis la plantation. Donc il parle de la société de la plantation, donc, où l'on attend plus aisément un bienfait qu'un droit, comme il dit. L'inégalité est moins vécue comme une tare sociologique, comme une agression, que comme le fondement d'un courant descendant, où le défavorisé espère du puissant l'octroi d'un bienfait qui exprime la solidarité de l'un et de l'autre dans l'organisation sociale. Bon, moi, je dis souvent dans mes papiers, récemment, j'écrivais dessus, justement en disant qu'il y avait une espèce de relation congénitale, justement, entre le colonisé et le colon, justement dans leur rapport à l'histoire et comment on a des... Bon, c'est à débattre dans une autre émission. Donc là, on parle justement fondée sur un rapport social profondément inégal. Les sociétés coloniales sont de fait emblématiques des conditions par lesquelles se cristallise une pauvreté intégrée et massive. Ensuite, on passe à une pauvreté assistée dans la société de transfert, c'est-à-dire au moment où on va parler de la départementalisation, on a les abolitions de la départementalisation, on va passer dans une société, on va dire, qui va être hybride, qui sort, si on veut, hein, parce qu'on sait qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, de la colonisation, mais en fait, on sort justement de cette colonie, on devient département, donc cette culture de la départementalisation. Et là, tout un ensemble de mesures sociales, économiques, sanitaires sont appliquées. Donc il y a une espèce de continuité, qu'on aime bien dire, on aime bien ce terme, la continuité territoriale, n'est-ce pas, de l'Hexagone et le schellcherisme, l'école, etc., vont s'appliquer chez nous. Et donc là, on a l'impression qu'on vit dans un département français égal. A priori, c'est ce que disent les textes, mais non. Parce qu'en fait, dans les faits, on voit bien qu'il y a encore, j'allais dire, des inégalités criantes qui sont héritées, en fait, de cette société de plantation. Et enfin, on a cette troisième, il parle de la pauvreté contestée, de la société postcoloniale, où là, il met en avant, justement, les mouvements sociaux que l'on connaît avec les nationalismes, on n'en parle pas vraiment dans ces termes, mais en tout cas les nationalismes. Et puis, voilà, donc ici on voit un extrait du texte. Donc la première, la pauvreté intégrée renvoie aux inégalités telles qu'elles sont socialement construites en contexte colonial et postcolonial, où les rapports de dépendance et de domination sont inscrits dans l'ordre social de la société de plantation. La deuxième se déploie dans les années 80-90 avec l'introduction croissante de revenus de transfert à destination des nombreux ménages. Donc on parle justement des prestations sociales, jusqu'à alors faiblement protégées par le régime local de protection sociale. Enfin, la pauvreté contestée
s'observe à partir de la fin des années 2000 au travers de mouvements sociaux relativement nouveaux et récurrents. Alors lui, il considère qu'ils sont nouveaux. On sait nous savons qu'ils ne sont pas nouveaux, puisque c'est dans la continuité en fait des mouvements nationalistes qui datent des années 60, même avant. Et on pourrait même faire une filiation jusqu'à aux révoltes, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a jamais essayé de se révolter contre l'État, contre la situation, mais on voit justement qu'on ne peut pas analyser la question de la pauvreté en se départissant, comme on aime bien faire dans l'Hexagone, des questions qui sont liées justement à nos relations de classe et phénotypico-sociales, comme on dit, de classe et de race, même si on n'aime pas ce mot, mais qui sont justement le fondement de la société de plantation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à cela? Parce que je pense qu'on l'a un peu dit tout à l'heure en disant qu'on intériorise justement ces rapports de domination, c'est-à-dire aussi la reproduction, pour reprendre la question de l'habitus. L'habitus, c'est justement tout, on va dire, toutes les constructions comportementales, intellectuelles, culturelle qu'on a dans un groupe social, dans une classe sociale même. Et donc Bourdieu, justement sociologue, parlait de la reproduction des inégalités. Et donc c'est ce qui se passe. On voit que finalement on reproduit les inégalités sociales parce qu'il n'y a pas non plus ce qu'il appelle le capital culturel. Voilà, parce qu'on a un capital économique, on pense que c'est le plus important, mais le capital culturel a permis à beaucoup d'individus des classes inférieures d'aller dans des classes moyennes ou classes supérieures. Donc là, qu'est-ce qu'on peut justement dire par rapport à ça, justement, ces trois âges de la pauvreté? Alors, c'est vrai que, vous l'avez déjà dit, c'est vrai que pour moi, quand il parle de la contestation, je me dis que quelque part, on pourrait dire que la contestation, elle a quand même, limite, elle a jalonné toute l'histoire de la pauvreté dont il parle, parce que c'est vrai que dans les années, certaines des améliorations sociales qui sont arrivées post-loi d'assimilation, qu'on appelle aujourd'hui départementalisation, c'est vraiment pas arrivé c'est pas arrivé parce que cette loi a été votée et que, pour reprendre les travaux de l'Avenir Pinault, les technocrates qui étaient en France ont pensé le développement, mais du coup ça parle d'un terme très connoté, le développement, le progrès social et tout ça, ils l'ont pensé avec une vision très technocratique et empreinte aussi de racisme et culturalisme, avec l'idée que il fallait pas forcément augmenter les salaires parce que les Guadeloupéens n'étaient pas prêts pour gérer plus d'argent dans leur manière de gérer leurs besoins. Donc il fallait surtout faire avancer les infrastructures, etc. Et la question des infrastructures, elle nous renvoie à la question de la consommation, parce que quelque part, faire des routes, après... Voilà, et c'est ça. Et justement, c'est que là, je fais une transition sur la question des centres commerciaux, ça me lance là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une contestation qui remonte à toute cette période, et que les avancées sociales qui ont eu lieu dans les années 60 et même dans les années 50, elles ont lieu parce que les technocrates et l'État étaient quelque part pressurisés. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile quand on réfléchit à nos problématiques de comment est-ce que la dépendance, par exemple, de notre pays en Guadeloupe a été construite avec la France, parce que c'est une dépendance qui n'a pas été pensée comme telle, mais qui était pensée comme se sortir d'une situation de problème. Et c'est là qu'on voit que c'est compliqué, parce que quelque part, eh bien, dans le rapport immédiat à la situation de pauvreté dans laquelle des travailleurs agricoles étaient, s'il fallait que le salaire augmente et que l'horizon proposé par les élites locales, notamment communistes, c'est demander plus d'État, par exemple, c'est demander plus d'égalité et de droits sociaux avec la France, en fait, les horizons disponibles font que c'est ce qui est demandé pour améliorer le quotidien quelque part. Et du coup, après, on se retrouve dans quelque chose où on a un regard plus critique aujourd'hui, parce que quelque part, on voit que, en fait, on est de plus en plus dépendant. Bon, après, il y a eu toutes ces histoires de décentralisation, mais quelque part, il y a vraiment cette idée de la pauvreté contestée. Je me dis, en fait, elle l'a toujours été, quelque part, dans une chronologie qui est différente. C'est vrai que la forme des mouvements sociaux a changé. C'est-à-dire que quand on parle de mouvements sociaux des années 50 et 60 contre la pauvreté et l'exploitation, c'est vraiment des gens organisés, travailleurs agricoles, etc. Alors que là, et c'est peut-être ça qui est un peu la nouveauté, c'est que là, dans la presse, par exemple, en Guadeloupe, on dit souvent les jeunes désœuvrés, parce que là, ce n'est pas des gens qui sont attachés à un travail particulier. Au contraire, c'est des gens qui sont exclus de l'emploi. C'est des gens qui, malheureusement, ils sont dans des trajectoires sociales. Oui, on a parlé récemment avec tout ce qui s'est passé. Et juste pour finir là-dessus, c'est que le sujet il est tellement vaste dès qu'on parle de pauvreté et d'inégalité de classe, parce que quand, par exemple, ce que le sociologue du papier que vous avez cité dit sur la pauvreté contestée, et notamment avec les mouvements post-2009, c'est que
ça nous oblige à penser, c'est quoi, quelque part, le salaire, entre guillemets, de cette pauvreté? C'est que les comportements sociaux déviants sont plus pénalisés que d'autres. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'il y a en prison en Guadeloupe? C'est majoritairement des hommes de classe populaire, jeunes, pas en lien avec l'emploi le plus souvent. Et je veux dire, il vaut mieux... Enfin, moi, j'assume de dire ça. Enfin, vaut mieux voler de l'argent dans des grandes administrations que de se mettre un barrage quand on a 20 ans et qu'on n'a pas de travail et qu'on crie sa colère sociale. Donc, il y a aussi quelque chose comme ça. C'est que c'est pas juste... c'est pour ça que j'étais d'accord avec ce que vous disiez sur... C'est pas qu'une question économique, parce que la pauvreté, c'est aussi une façon d'être plus criminalisé. Qui est en prison en Guadeloupe? La sociologie de la prison, et c'est pas qu'en Guadeloupe, hein, c'est vrai. Oui, on le voit aux États-Unis. Aux États-Unis, Fleury-Mérangis, enfin, c'est concrètement, Hexagone. coupables ou innocents, les gens qui vont en prison, c'est les gens qui Pauvres. sont des classes populaires. C'est Tout à clair. fait. Et il me semble que quand on pose cette question-là, on est obligé de se dire, bon ben, voilà, tous les trucs qu'on a dit et qui sont en lien avec l'article et les autres travaux, on passe d'une société de plantation à une société de consommation, mais dont profite quand même une partie restreinte, qui est quand même la partie fonctionnaire. Après, il y a peut-être des gens qui commencent à réussir dans le privé, mais c'est plus rare. L'économie de transfert, c'est quoi aussi? C'est qu'au bout d'un moment, les élites possédantes, elles sentent que ça va plus fonctionner, les trucs sucriers, elles se reconvertissent dans la grande distribution. Donc, en fait, on continue à donner l'argent ou à être exploité par à peu près les mêmes gens, mais qui ont reconverti leurs capitaux dans autre chose. Et donc, on se dit, oui, il y a une conflictualité qui est... Je finirai là-dessus. Il y a une conflictualité qui est inévitable du fait de la pauvreté. En tout cas, la pauvreté ne peut pas être pacifiée. C'est ça que j'essaie de dire. C'est que on se demande comment faire pour notre pays. Est-ce qu'il faut prier pour la Guadeloupe? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut faire des plans, etc. Tant qu'on est dans une structure inégalitaire comme ça, qui, en plus de la question purement économique, elle renvoie à des choses symboliques qu'on voit très bien. Je suis désolé, quand on passe à Dampierre et quand on passe à la cour Zamia, c'est pas que la différence de classe qu'on voit, on voit ce qu'on n'aime pas aussi nommer et qu'on va appeler gentiment différence ethnique, etc., etc. Mais on sait très bien ces choses-là. Et Oui, ces choses-là, les gens les voient, ils les intériorisent, et il y a une conflictualité en Guadeloupe qu'on va pas pacifier en disant oui, il faut s'aimer, etc. Donc, c'est ça aussi, c'est que la pauvreté, c'est que, oui, ça veut dire qu'il y aura encore d'autres crises sociales. On aura encore d'autres de nos jeunes qui se mettront sur des barrages et qui iront en prison, pendant que d'autres gens font des choses pas très claires, mais haut placées, qui n'y entreront jamais. Et voilà, donc, c'est pour moi, toutes ces questions-là, la question de la pauvreté contestée, comme le dit l'article, en fait, ça oblige à parler de beaucoup d'autres choses injustes comme ça. Tout à fait. Ça nous renvoie d'ailleurs au schéma au début avec tous ces mots. C'est qu'une personne pauvre est une personne qui est par définition marginalisée, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle veuille être marginale, c'est-à-dire qu'elle est poussée justement dans cette périphérie, à la périphérie de l'emploi, à la périphérie de la réussite, à la périphérie ne serait-ce que de certains loisirs, d'un certain accès à l'éducation, de certains accès à... Voilà, donc tout ça, c'est un cycle et presque, j'allais dire... on dirait que la pauvreté n'est jamais quelque chose d'essentiel, on va dire, qui est réifiant, quoi. C'est-à-dire, une personne est pauvre parce qu'elle l'est, simplement. Elle l'est dans une relation à l'autre, dans une relation à un territoire, une relation à une politique, une relation... Voilà, c'est toujours une question de relation et comment, finalement, le système de domination va perpétuer, en fait, maintenir cette pauvreté parce qu'on profite finalement des inégalités sociales. Alors oui, moi je vais effectivement rebondir sur une chose et je reviendrai sur, pour moi, une clé qui a, comme l'a dit Madame Aignan-Renette, permis à bon nombre de personnes, en tout cas de la génération de nos parents, de sortir finalement de leurs conditions, de devenir, d'être des enfants d'agriculteurs par exemple, et de devenir plus tard des médecins, des avocats. Un ascenseur social qui est un peu grippé en ce moment parce qu'il est beaucoup plus difficile de passer maintenant de cet état à un autre de nos jours, parce que tout est payant, donc sans argent, je veux dire clairement, la pauvreté, elle est intégrée aussi du fait qu'on n'éduque pas, je vais le redire, que ce soit entendu, on n'éduque pas les enfants, les jeunes à devenir des entrepreneurs. À devenir entrepreneur, c'est connaître son contexte social, son contexte économique et son contexte politique. C'est le connaître au sens intellectuel du terme, mais aussi vivre dedans et repérer les failles,
de façon à savoir où taper pour avancer. Se révolter, la colère, elle est très souvent mauvaise conseillère. Oui, j'ai des jeunes en ce moment que je suis, malheureusement, qui étaient sur les barrages. Le plus jeune a 14 ans. Heureusement, pour ces âges-là, on incarcère très, très rarement, mais c'est quelque chose qui va le suivre, malheureusement, pendant un certain temps. Ça ne, Une stigmatisation heureusement aussi, pour lui, ça ne restera pas sur son casier judiciaire très longtemps, mais c'est quand même quelque chose qui va le suivre parce que qu'on le veuille ou non, que ce soit scolairement ou dans la famille, ce sont des empreintes qui sont presque indélébiles. Tu as un peu quelque part cette mauvaise... on a cette mauvaise manie chez nous que de cataloguer les gens par rapport à une chose qu'ils ont faite à un moment donné de leur histoire. Je pense que cette pauvreté-là ne pourrait être jugulée, à mon humble avis, qu'en en amenant nos jeunes à penser. Quand je le dis à certains jeunes qui étaient sur les barrages, je dis, mais à un moment donné, est-ce que tu t'es demandé s'il y avait raisonnablement une bonne raison de rester debout là pendant X jours? Est-ce que tu n'aurais pas pu prendre ce temps-là pour pouvoir faire autre chose? Étudier tes cours pour peut-être passer dans la classe supérieure et peut-être préparer quelque chose pour ton avenir. Malheureusement, on est, par rapport à notre histoire, par rapport au contexte dans lequel on est, dans un temps, dans un moment de l'histoire guadeloupéenne où la colère prime. Les gens sont en colère, les gens en ont assez parce qu'ils se sentent pris dans un étau et cet étau se resserre inexorablement. Et je pense que ce qui aiderait finalement ces jeunes-là, c'est de continuer quelque part à leur donner de l'information, mais la bonne information, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a des failles. Parce que dans tous les systèmes, il y en a. Il y a des failles et ils peuvent s'y engouffrer et créer autre chose, créer peut-être des choses qu'ils ne vont pas aller voir à la télé ou des modèles qu'ils ont vus à l'extérieur pour pouvoir essayer de les mettre ici comme si finalement personne n'avait réellement pris conscience que l'Hexagone, c'est l'Hexagone, l'Outre-mer, c'est l'Outre-mer. On est dans un bassin qui n'a rien à voir, aussi bien culturellement qu'intellectuellement. Et je pense que tant qu'on continuera, et vous l'avez dit, tant que l'on continuera à penser la Guadeloupe en fonction du modèle du père entre guillemets, l'Hexagone, on n'avancera pas parce que ce ne sont pas, on ne se base pas sur les bons critères. Et cette pauvreté-là, elle restera intégrée parce qu'on n'apprend pas aux jeunes à penser par rapport à un territoire sur lequel ils vivent au quotidien. On pense par rapport à un territoire qu'ils fantasment en fait, parce que les trois quarts ne le connaissent pas. Donc on va devoir rendre l'antenne. Alors la conclusion de notre échange qui aurait pu continuer encore toute la soirée parce qu'on n'a pas épuisé le sujet. La pauvreté, on en parlait ce soir, pour mettre en lumière en tout cas la réalité du territoire, c'est-à-dire une analyse qui soit endémique, je dirais endogène, qui vienne de nous, ne serait-ce que pour nous donner des perspectives de réflexion aussi sur qu'est-ce que c'est que la pauvreté, dans quel système nous vivons, qu'est-ce qui a induit ce système. Et j'ai envie de citer Cyril Servat qui disait que à l'époque, il écrivait que justement le seul moyen de sortir des champs de Cannes, c'était l'école française. Non pas parce qu'il valorisait l'école française, mais parce que ça a été justement a mean to an end, comme on dit en anglais, un moyen pour une fin, pour arriver justement à changer de classe sociale. Aujourd'hui, ce champ de Cannes qui représentait justement la plantation, aujourd'hui, ce n'est plus le champ de Cannes le problème. Aujourd'hui, ça va être justement cette pauvreté, ou en tout cas de vivre dans certains contextes qui sont créés justement par cette société de consommation, d'industrialisation, etc., de globalisation, et qui toujours, j'allais dire que la solution reste l'école. Même si, en tout cas, d'acquérir du capital culturel pour mieux comprendre l'espace dans lequel on vit, pour mieux comprendre notre histoire. Et j'ai envie de dire voilà, qu'il y a énormément de choses qui sont à votre disposition pour comprendre, ne serait-ce que sur Internet. Je donne des exemples. Vous trouvez plein d'articles sur Internet pour mieux comprendre l'espace dans lequel vous vivez et mieux réfléchir aux stratégies qu'on devrait mettre en place pour sortir justement des ornières de cette pauvreté qui a été créée pour nous, pas par nous. Voilà. On remercie nos invités, Mme Éliorinette et M. Gabriel, d'être venus ce soir. On rend l'antenne pour le focus. Il n'y aura pas de focus demain. On se retrouvera la semaine prochaine, lundi. Demain, il y aura un focus, pardon. Demain, on aura un focus avec les experts comptables et on va parler de comment on crée les cotes des artistes
plasticien avec Nathalie Hainaut qui est donc critique d'art et commissaire d'exposition. Voilà, on se retrouve demain pour le journal. Bonne soirée et profitez bien.